Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 10e conférence, je vais aborder un nouveau volet de l'action menée par la Société Saint-Jean-Baptiste pour assurer la survie du français. Comme on l'a vu dans une conférence précédente, c'est sous la présidence d'Oliver Asselin que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal ouvre un nouveau front de lutte et engage la bataille pour défendre la langue française. Depuis 1867, on pensait que la nouvelle Constitution assurait la survie du français et protégeait le développement équilibré des deux peuples fondateurs. Mais les réalités sociologiques remirent en question cette vision idéalisée du Canada bilingue. D'abord, il y a eu presque 1 million de Canadiens français qui sont allés s'établir aux États-Unis et dans l'Ouest canadien à la fin du 19e siècle. Et ensuite, la politique d'immigration canadienne a fait entrer au Canada des flots d'immigrants significatifs qui réduisaient l'influence démographique des Canadiens français. Euh, En 1867, la population de langue française représentait 33 de la population canadienne. Et en 1921, cette proportion était tombée à 28. En 1913, on l'a vu précédemment, l'abolition de l'enseignement du français dans les écoles publiques en Ontario a servi d'électrochoc aux milieux nationalistes qui prirent conscience de la fragilité du bilinguisme canadien. Et donc, c'est dans ce contexte qu'Oliver Asselin ouvre ce front linguistique en mobilisant la Société Saint-Jean-Baptiste pour défendre les droits du français en Ontario et aussi pour garantir la survie financière du journal Le Droit. S'inspirant des pratiques sociales canadiennes-anglaises qui finançaient leurs œuvres caritatives par des Tag Days, Asselin lance donc une campagne du sou de la pensée française dont l'objectif est double: aider l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario à défendre les écoles françaises et sauver le journal Le Droit de la faillite. La quête pour le sou de la pensée française va rapporter 15 000 ce qui était loin de son objectif des 35 000 prévus au départ pour soutenir ces deux œuvres. Asselin, qui ne mâchait pas ses mots, explique pourquoi il est vital de défendre les droits du français. Je le cite: sans cette vitalité de la pensée française, nous ne serions plus dans l'ordre intellectuel que des bâtards ou des dégénérés. Nous parlerions encore français, mais nous ne serions déjà plus de mentalité française. Donc, Asselin mène la bataille contre l'assimilation linguistique qui risque, à son avis, d'affecter la qualité intellectuelle des Canadiens français. Après ces luttes contre le règlement 17 et pour le respect des droits scolaires des Franco-Ontariens, la Société engage un nouveau combat pour le respect des droits du français, mais cette fois-ci dans l'administration fédérale. Elle va donc réclamer que les documents publics publiés par des ministères fédéraux soient rédigés en français, en particulier les documents relatifs au commerce, comme les obligations du gouvernement, les timbres, les chèques et la monnaie. On proteste aussi contre l'absence des Canadiens français dans les emplois supérieurs des organismes fédéraux, comme le Canadien national et l'administration du port de Montréal. On commence à s'adonner à un sport qui prendra de l'envergure par la suite, c'est-à-dire qu'on commence à recenser le nombre de postes de la fonction publique qui sont occupés par des francophones, ce qui permet de documenter les effets de la discrimination en emploi.
Ainsi, la Revue nationale, dont on a déjà parlé, publie en février 1929 une étude qui révèle que la proportion d'employés de langue française dans les services fédéraux n'est que de 19%. Alors, je cite ce texte: si la population française du pays, qui paie pleinement sa part des impôts et des taxes, forme 28% de la population totale, elle devrait recevoir au moins 28% des positions et des salaires du service civil. Mais elle n'a que les 2 tiers de ce qui lui revient de droit. On dénonce donc les injustices criantes qui se manifestent au ministère du Revenu, par exemple, où il y a 520 employés de langue anglaise comparativement à seulement 75 de langue française. La discrimination est non seulement coûteuse pour les emplois, mais elle est aussi coûteuse financièrement parce que plus les postes qui commandent des salaires élevés sont donnés à des anglophones, moins les francophones pourront profiter de ces emplois rémunérateurs. Alors, par exemple, on montre qu'au ministère de l'Agriculture, sur les 17 postes qui commandent un salaire supérieur à 3 000 on ne trouve aucun francophone. Alors, cette pratique de la dénonciation de la discrimination va donc se poursuivre jusqu'aux années 60 où on instituera une commission d'enquête royale sur le bilinguisme et le biculturalisme pour documenter ces injustices commises par l'État canadien à l'endroit des Canadiens français. La SSJB dénonce aussi d'autres pratiques discriminatoires. Elle fait circuler en 1928 une pétition qui recueille 150 000 signatures pour demander au gouvernement fédéral d'accorder les mêmes avantages aux colons canadiens qu'aux immigrants britanniques. Il faut savoir que les immigrants britanniques jouissaient de tarifs de transport préférentiels pour se rendre de Londres à Vancouver. Ainsi, il en coûtait 30 pour un Britannique qui voulait partir de Londres pour aller à Vancouver, alors que pour un Canadien de Montréal, on exigeait 87 pour faire le même trajet. Alors, ce traitement inéquitable favorisait, bien sûr, l'anglicisation des provinces de l'Ouest. Il faut ajouter à cette campagne de dénonciation des discriminations du gouvernement canadien une autre campagne qui est menée, elle, pour la promotion de la langue française. C'est bien de dénoncer les injustices du gouvernement canadien, mais la Société Saint-Jean-Baptiste mène aussi un combat pour assurer la qualité de la langue. Alors, en 1925, on propose un plan d'action pour faire la promotion de la langue française dans les familles et dans l'espace public. Il fallait donc améliorer la qualité du français, chasser les anglicismes du langage courant. Et donc, on propose des glossaires d'équivalents français pour corriger l'usage des mots anglais. On s'attaque aussi aux prononciations approximatives et on veut encourager le bon parler français. Le Monument national offrait d'ailleurs des cours de diction pour combattre ces mauvaises habitudes langagières. Et on incitait les membres à lancer des campagnes pour que le français soit présent dans l'étiquetage des produits commerciaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, avoir des boîtes de cornflakes avec un côté anglais et un côté français. On recommandait aux familles d'acheter des jeux français pour les enfants, de s'abonner à des journaux de langue française et de repousser la musique américaine en chantant des chansons canadiennes. Les membres devaient aussi se mobiliser pour faire leur relevé dans les rues de Montréal des panneaux réclames en anglais, ce qui permettait de faire pression sur les commerces pour qu'ils affichent en français, pratique que la Société Saint-Jean-Baptiste met toujours en œuvre de nos jours. Alors, pour affirmer aussi la présence du français dans le monde des affaires, on demandait aux membres d'exiger qu'on leur réponde en français dans les entreprises et on réclamait des commis qu'ils parlent français
et qu'ils réclament des catalogues en français afin, évidemment, de favoriser l'apprentissage du français dans le commerce. On pensait donc que ces mouvements de pression du public pourraient changer des comportements assimilateurs. Ce programme d'action s'appliquait aussi au gouvernement. Les Canadiens français devaient exiger une correspondance en français dans leurs relations avec les agences gouvernementales. Et ils devaient aussi réclamer les documents en français. Alors, on expliquait cette politique en disant, le milieu où nous vivons, le contact presque journalier avec des personnes de langue étrangère et l'état de notre pays bilingue exigent que nous soyons toujours sur nos gardes. Au chapitre de la langue française, on va aussi s'intéresser aux médias et on va développer un plan d'action national dans les années 30 pour favoriser l'implantation de moyens de communication en français, en particulier à la radio et au cinéma. On mène des campagnes donc auprès des élus fédéraux pour que les communautés francophones en dehors du Québec aient accès à des services radiophoniques en français, en particulier dans les provinces de l'Ouest. Et on exige que le bilinguisme soit respecté à la radio d'État. Évidemment, cette logique de revendication de médias qui fonctionnent en français s'appliquait non seulement pour les populations canadiennes françaises hors Québec, mais au Québec même, il y avait des régions qui n'étaient pas desservies par des postes de radio de langue française et qui n'avaient accès, donc, par exemple en Abitibi, qu'à des postes anglophones. C'est donc la société qui va militer pour l'établissement d'un réseau français de radio pan-canadien. En 1933, elle va aussi demander un service de Radio-Canada, va demander donc qu'il y ait une partie de la Radio-Canada qui soit réservée à la langue française. Et cette demande va aussi s'appliquer au cinéma, puisqu'en 1957, on va demander la création d'un service français à l'Office national du film. Elle revendique aussi, dans un mémoire qui est déposé devant la Commission royale d'enquête sur la radio et la télévision, elle revendique donc le droit pour le Québec d'avoir son propre réseau de radio et de télévision. Elle pense que la radio et la télévision, les moyens de communication modernes relevant de l'éducation, cette compétence devait être exercée par les provinces. Et donc, ces provinces devaient recevoir l'autorisation de diffuser des émissions par le gouvernement canadien. On rappelle bien sûr que cette mesure est justifiée par le fait que le Québec est l'État national des Canadiens français. La société ne se prive pas à l'occasion pour dénoncer la propagande de Radio-Canada et surtout une certaine forme de discrimination idéologique qui est pratiquée par la radio d'État, en particulier lors de la crise de la conscription et du référendum sur la conscription en 1942. À ce moment-là, le gouvernement canadien avait interdit aux partisans du non l'accès à la parole à Radio-Canada. Le français va aussi être développé comme problème national lors du deuxième congrès de la langue française organisé par la Société du bon parler français, auquel la Société Saint-Jean-Baptiste collabore. Ce congrès se tient à Québec à la fin de juin 1937 et réunit 8000 congressistes. C'est là où le chanoine Groulx y livre son célèbre discours où il lance son mot d'ordre. Notre État français, nous l'aurons. Groulx devient à ce moment-là un leader incontesté des nationalistes et il centre la recherche des solutions sur la province de Québec qui est considérée comme le foyer national des Canadiens français. Cette prise de position indique une réorientation majeure du nationalisme canadien-français. Mais Groulx se défend d'apporter son soutien
à la thèse séparatiste qui, elle, est défendue par le journal La Nation, qui a été publié de 1936 à 1939 par Paul Bouchard. Alors, il devra évidemment préciser sa pensée face aux critiques et il déclare, je le cite, quand je parle de l'État français, c'est d'un État fédératif que je parle. Nous ne sommes pas entrés dans la Confédération pour en sortir, mais pour nous y épanouir. Grout, donc, définissait les paramètres d'un nouveau nationalisme centré sur l'affirmation du Québec, mais aussi sur le maintien du lien fédéral. Alors, pour les dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste qui exercent une surveillance étroite des pratiques linguistiques du gouvernement fédéral, rien ne leur échappe. Et tout au long de la première moitié du 20e siècle, la Société dénonce le bilinguisme théorique de l'État canadien. On s'indigne, par exemple, du fait que la carte géographique officielle du Canada est rédigée en anglais seulement. On proteste contre le fait que les chèques des pensions de vieillesse sont libellés en anglais seulement dans les provinces canadiennes, à l'exception du Québec où ils sont bilingues. On écrit, le Canada est un pays bilingue ou il ne l'est pas. S'il est un pays bilingue, pourquoi tant d'hésitation de la part du gouvernement à émettre tous ces documents dans les deux langues officielles du pays? On dénonce aussi l'absence de traduction simultanée à la Chambre des communes, ce qui empêche les députés de bien se comprendre, alors qu'il y a un système qui est en place déjà aux Nations unies après la Deuxième Guerre mondiale. On se plaint du fait que lorsqu'il y a lorsque des documents sont publiés dans les deux langues, la publication des documents en français est toujours retardée par rapport à celle des documents en anglais. Et donc, les renseignements qu'ils contiennent sont périmés lorsque les francophones peuvent y accéder. Donc voilà, ces critiques du fédéralisme qui vont être constantes au cours de la première moitié du 20e siècle et qui visent à dénoncer l'absence des Canadiens français dans la haute fonction publique fédérale. On déplore que le visage du Canada français reflète de moins en moins la culture française et que la société canadienne s'américanise à grande vitesse. On en déduit donc qu'il y a une volonté d'assimilation qui n'est pas disparue après presque un siècle de régime fédératif. Mais en dépit de toutes ces déconvenues, de ces déceptions, on ne se décourage pas et on continue à espérer que le Canada reconnaisse le bilinguisme et le biculturalisme. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai, je l'espère, lors de ma prochaine conférence. À bientôt.